Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas pour vous servir et vous êtes sur Il était un jeu. Grand amateur de jeux de société, je pense que vous aussi, mais il y a un autre style de jeu que j'apprécie de plus en plus et vous devez le voir sur les réseaux parce que je vous en parle assez régulièrement, c'est le jeu de rôle. Le monde du jeu de société évolue, le monde du jeu de rôle lui aussi évolue et il y a des tendances qui commencent à arriver quand même sur le marché avec des jeux dits hybrides qui vont un petit peu mélanger les deux. Gigamic nous avait déjà proposé une boîte qui revenait sur ce genre de jeu hybride avec une ambiance urbaine et un peu steampunk avec Critical Foundation saison 1. D'ailleurs, ça a plutôt bien marché, la critique a été plutôt bonne puisqu'il a été nommé pour peut-être gagner le Graal d'Or, c'est-à-dire un prix prestigieux pour récompenser le meilleur jeu de rôle de l'année. Ah, rien que ça! Cette fois-ci, on quitte l'univers futuriste pour aller dans quelque chose qui me ressemble un petit peu plus, un univers héroïque fantasy avec Critical, cette fois-ci Sanctuaire, et c'est toujours la saison 1. Qui dit saison 1, dit peut-être aussi saison 2. Restez à l'affût. Oui, ça me parle plus, oui, c'est un univers qui me ressemble davantage aussi, peut-être que vous aussi, vous me le direz dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans Critical Sanctuaire saison 1? Eh bien déjà, c'est toujours Gigamic qui nous édite ça, c'est à partir de 14 ans, de 2 à 5 joueurs, mais c'est vrai que pour les jeux de rôle, hein, bien sûr, plus vous serez nombreux autour de la table, et plus ce sera appréciable, pour environ 30 minutes chacune des parties, en 9 scénarios, donc ouais, jeu de rôle, mais aussi vous pourrez fragmenter le scénario pour une histoire qui va arriver progressivement, avec de la tension qui va se dévoiler petit à petit. Ça, c'est vraiment génial. On peut le considérer comme un standalone, c'est-à-dire inutile d'avoir déjà connu, terminé ou même avoir même joué à cette version-là. Vous pouvez très bien débuter par celle-ci et honnêtement, moi je vous le conseille. Pourquoi? Eh bien déjà parce que le jeu va mettre plus en avant les personnages, c'est-à-dire que là où Critical Foundation revenait davantage sur l'histoire et la trame narrative, on va dire, ici il y a toujours une histoire qui est d'excellente facture, mais surtout les personnages dont on va pouvoir développer les compétences. Ces compétences vont nous permettre aussi de développer des armes et c'est donc toute cette évolution du personnage qui va être mise en avant davantage que la narration au sens propre et strict du terme. En gros, on se retrouve un petit peu plus dans le jeu de rôle quoi. Et c'est pas pour nous déplaire. La carte du monde de Sanctuaire va elle aussi apparaître beaucoup plus précocement dans le jeu, là où c'est un peu plus tardif dans l'autre boîte, pour plus d'immersion, pour rassembler les personnages dans une cause commune de cette aventure. On change également d'illustrateur, ici c'est Vincent Dutré qui a prêté sa patte graphique pour illustrer toujours avec sa patte bien spécifique, c'est trop beau. Si ça n'a pas déjà été fait, je vous avais proposé son dernier jeu qu'il avait illustré, hop, vous pouvez cliquer juste ici pour aller voir ça et vous allez forcément vous y retrouver. Ça c'est quand même fou, hein, pouvoir trouver l'illustrateur rien qu'avec un style graphique, ça montre quand même qu'il a une sacrée personnalité et un certain talent, il faut le reconnaître. Mais trêve de bavardage, ce que je vous propose c'est qu'on voit ensemble les règles détaillées de Critical Sanctuaire. Si vous connaissez déjà Critical Foundation, vous allez vous y retrouver car les règles sont quasiment les mêmes, hein, avec quelques spécificités comme je vous le disais sur l'évolution des personnages, l'ajout de compétences mais aussi les armes héroïques qui pourraient arriver très vite dans le jeu. Vous avez l'habitude, je vous laisse vous installer très confortablement tout comme moi pour profiter de cette vidéo. C'est parti! Au-delà de la mer de Neven, sur l'archipel du Croissant, berceau des dieux, les lunes s'alignent et des phénomènes étranges apparaissent. Des tombeaux endormis se réveillent, des histoires de monstres refont surface. Pour percer ces nouveaux mystères, la guilde des explorateurs envoie ses meilleurs éléments. Bienvenue dans le repère des dieux. Comme je vous le disais dans l'introduction, Critical Sanctuaire, c'est un jeu hybride de rôle, c'est un jeu de rôle, mais aussi un jeu de société. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le vocabulaire qu'on peut employer dans le jeu de rôle, parce qu'il va être très important quand même dans ce jeu-là, je vous propose de revenir sur quelques mots, quelques définitions, sur le lexique du jeu de rôle pour bien comprendre les sensations de jeu. Il y a tout d'abord le maître du jeu, le MJ, c'est le rôle que je vous conseille d'incarner si vous devez présenter le jeu Critical à vos amis, car c'est le rôle central du jeu, comme dans tout jeu de rôle, c'est lui qui va guider l'aventure, c'est lui qui va définir les obstacles, qui va jouer aussi les PNJ, les personnages non jouables, des créatures, des monstres, peut-être même des alliés, qui sait, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un jeu de rôle, et donc l'ensemble des autres joueurs qui seront autour de la table joueront eux les PJ, les personnages jouables, chacun avec
une caractéristique qui va être propre. D'ailleurs, ce qui est plutôt intéressant aussi dans ce jeu, c'est que chacun des personnages que vous pourrez vous distribuer, vous pourrez choisir son sexe, soit masculin, soit féminin. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même pour amener encore plus d'immersion dans ce jeu. On a toute une banque de différents dés, des D6, des D8, des D12, ce qui veut tout simplement dire que ce sont des dés qui comporteront 6 faces, 8 faces ou 12 faces et qui vont intervenir pendant le jeu pour réaliser des tests. Car dans un jeu de rôle, ce qui va définir la qualité, la réussite ou l'échec de différentes actions, c'est des tests. Et c'est là toute l'essence du jeu. Pour le maître du jeu, on retrouve pléthore de matériel, un écran de maître du jeu derrière lequel il va devoir se mettre pour pouvoir cacher ce qu'il va dire aux autres personnages en jeu, la présentation du jeu de rôle, le livret de présentation de la saison 1 pour revenir sur l'ensemble de l'intrigue qui va arriver au fur et à mesure des 9 épisodes. Donc on retrouve aussi les livrets des 9 épisodes qui peuvent être joués, comme je vous disais, en 30 minutes environ. Et après, vous pourrez étoffer cette expérience-là en laissant vaguer votre imagination pour toujours plus d'immersion. On retrouve bien sûr plein de cartes d'altération d'état, des blessures que le maître du jeu va pas infliger volontairement aux joueurs, mais au fur et à mesure de l'avancée, selon les actions et peut-être les échecs aussi des personnages jouables, eh bien il pourra définir ces états-là aux autres joueurs. On retrouve bien sûr des cartes personnages non joueurs, comme je vous disais, avec les différentes cartes épisodes qui vont venir illustrer les propos que le maître du jeu va narrer, et l'immense carte du monde qu'on va tenter d'explorer pour plus d'immersion encore pour le maître du jeu, mais aussi pour les personnages joueurs. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose de voir dans cette première partie, c'est comment jouer, comment on va définir les personnages joueurs. Comme dans tout bon jeu de rôle qui se respecte, la première étape, c'est de créer son personnage. C'est ce personnage qu'on vous proposera d'incarner pendant toute l'aventure pour lui faire vivre l'histoire racontée par le maître du jeu. Le jeu propose 4 personnages différents et comme je vous le disais, ces personnages sont recto verso selon le sexe du personnage que vous choisirez d'incarner. Revenons sur l'anatomie de la carte. On voit en haut à gauche sa santé qui est représentée par les différents cœurs, les 3 cœurs qu'on voit ici. Mais intéressons-nous tout d'abord aux caractéristiques du personnage. Ces caractéristiques sont représentées dans ce losange selon 4 caractéristiques qui seront communes à l'ensemble des personnages jouables. On a ainsi le physique, le mental, l'adresse et le social. Vous aurez remarqué, j'imagine, que l'une d'elles est indiquée en rouge. En fait, il s'agit simplement de la caractéristique principale de ce personnage, c'est-à-dire le domaine dans lequel ce personnage s'est spécialisé, et ce qui va nous permettre d'ajouter un bonus de 1 réussite lors des tests qui concernera cette caractéristique. On retrouve sur notre carte personnage d'autres informations secondaires, afin de nous aider à incarner au mieux ce personnage avec ses qualités, ses défauts, la description de ce personnage et voire même une petite citation pour toujours plus de profondeur dans votre jeu de rôle. Ces informations vous permettraient d'incarner un petit peu mieux probablement votre personnage selon les caractéristiques, la façon de penser, son univers, mais aussi peut-être son passé pour définir ses actions et ses attitudes. La deuxième étape dans la création de notre personnage, c'est bien sûr de lui définir un nom. À vous de vous inspirer de vos connaissances, de votre culture, de vos lectures, de vos films pour choisir un surnom qui vous conviendrait le mieux. La troisième étape, et pas des moindres, sera de choisir un historique, car chaque historique sera lié à une carrière, ce qui va représenter d'une certaine façon les antécédents de notre personnage. Vous devrez choisir une carte historique parmi celles qui sont disponibles pour sa propre carrière, et la placer dans la zone indiquée sur notre fiche personnage. On retrouvera le symbole de notre carrière dans le losange juste ici, sur les cartes historiques correspondantes. L'historique va nous donner une idée plus précise des caractéristiques de notre personnage, et nous donnera aussi, et surtout, accès à 3 compétences. Ces compétences vont alors s'utiliser lors des tests. Les compétences, justement, représentent ce que notre personnage sait, ce qu'il connaît, ce qu'il pratique, et voire même ce qu'il est capable de faire. Elles sont au nombre de 12 et vont être associées aux 4 caractéristiques qu'on vient de voir. Il est maintenant temps de recevoir notre équipement de départ. Cet équipement, comme je vous l'ai dit, est défini par notre carrière. Ainsi, si je me réfère à la carrière de ce personnage-là, juste ici, eh bien je vais recevoir la carte équipement correspondante, c'est-à-dire l'arc elfique. Allez, je vous spoil un tout petit peu, on démarre pas vraiment avec cet équipement-là, mais on le recevra au tout début de l'épisode 0. Durant la partie, le maître du jeu va demander aux joueurs, aux personnages joueurs, de réaliser des actions, de définir aussi des étapes qu'ils pourraient franchir pendant leur épopée, pendant leur aventure. Pour réaliser ces tests-là, il va demander donc aux personnages joueurs de jeter un des 12, chacun dans leur coin, peut-être de manière individuelle ou peut-être pour une action collective aussi, et le résultat de ce lancer de dés va définir la réussite ou l'échec de ce test. Un test sera défini par 4 caractéristiques communes. D'abord, le type de test,
Ensuite, la caractéristique qui va être utilisée, la compétence pour savoir si les joueurs sont compétents dans ce domaine-là et peut-être amener un peu plus de bonus. Et enfin, la difficulté de ce test. Chaque test sera associé donc à une difficulté qui représentera le nombre de réussites qu'ils vont devoir atteindre pour réussir cette action. Ce tableau permettra de mieux situer la difficulté du test demandé. Comme je vous le disais, il existe deux types de tests, les tests dits individuels mais aussi les tests collectif. Lors d'un test individuel, chaque PJ concerné va effectuer le test et le résultat du test sera appliqué indépendamment à chaque personnage. Alors qu'avec les tests collectifs, tous les personnages joueurs seront concernés. Si au moins l'un d'eux réussit, alors le test est réussi pour l'ensemble des personnages. En fonction des personnages, des tests et de leur difficulté, eh bien les personnages vont peut-être amener différents bonus comme je vous le disais. Ainsi, avec sa caractéristique principale, celle qui était définie en rouge, si c'était un test qui évaluait cette caractéristique-là, eh bien vous pourrez ajouter plus 1 au résultat de ce test. Et il en va de même par rapport aux compétences que vous aurez mis en avant selon l'historique que vous aurez choisi et défini en début de partie. Et enfin, les capacités, c'est-à-dire l'armement ou les défenses que vous aurez en votre possession, vont elles aussi apporter des bonus qui vont s'ajouter lors de notre lancer et ou peut-être de notre résultat. Faire des tests, c'est bien, les réussir, c'est encore mieux. Et il pourrait même arriver que vous fassiez des réussites éclatantes. C'est-à-dire si vous réussissez à faire un test et que le résultat, avec tous les bonus que vous pourriez accumuler, dépasse au moins du double de la difficulté qui serait demandée. Et auquel cas, s'il y avait quelque chose à gagner, de l'argent, des objets, je ne sais guère encore, eh bien vous gagnerez tout simplement le double de ce gain. Mais attention, parce qu'il y a aussi des échecs critiques. Et c'est le cas si vous lancez votre dé et que vous tombez sur la croix rouge. Lors d'un test individuel, ça sera un échec personnel, auquel cas on récupérera un jeton héroïque qu'on pourra utiliser pour rajouter de la valeur et tenter une réussite plus facilement en fonction de la difficulté d'un prochain test. Mais dans le cas d'un test collectif, si le test est une réussite, peu importe si un joueur avait fait un lancer critique avec un échec critique, celui-ci ne serait pas pris en considération. Par contre, si le test est un échec, collectivement, et s'il y avait au moins un échec critique sur l'un des dés, alors on va appliquer cet échec critique, récupérer un jeton héros pour nous permettre d'augmenter les probabilités de réussite, peut-être avec un D8 pour un prochain test. Comme nous venons de le voir, les personnages possèdent 3 points de vie, ni plus ni moins, ce qui veut dire donc qu'ils pourront encaisser jusqu'à 3 cartes blessures et ou 3 cartes état avant d'être épuisés. Les cartes blessures représenteront les dégâts physiques que subiront les personnages. Les cartes état, elles, représentent des effets incapacitants que vont subir notre personnage. Si notre personnage subit une 4e carte blessure ou une 4e carte état, alors notre personnage est dit épuisé. Il ne pourra plus jouer la scène en cours, on va devoir défausser toutes les cartes blessures et état et on recevra une carte état épuisée. On pourra continuer donc de jouer sur la scène suivante et la suite de l'histoire, mais avec un certain handicap. Prendre des dégâts, être épuisé, altération d'état, tout ça, ça concerne évidemment la plupart des jeux de rôle, mais bien sûr, on pourra se soigner, et là, ça sera le maître du jeu qui nous indiquera si on peut se défausser peut-être de telle ou telle carte, ou si on peut avoir un regain d'énergie pour la suite de l'aventure. On a vu que chaque personnage pouvait s'équiper d'un équipement qui représente les armes, les armures, mais aussi les objets que notre héros pourra utiliser pour mieux réussir ses actions. Il y a 3 types d'équipements différents, celui de départ, comme on l'a vu, ensuite de l'équipement dit commun, et parfois, peut-être, arriverez-vous aux équipements dits légendaires. Lorsqu'on gagnera un équipement commun, on le piochera au hasard dans le paquet correspondant, alors que quand on gagnera un équipement légendaire, on le piochera là aussi au hasard, mais dans notre paquet dédié à notre carrière. Et comme on l'a vu, les équipements nous donneront certains bonus, nous protégeront peut-être des altérations d'état, on permettra d'infliger davantage de dégâts. À vous de bien choisir les équipements, sachant qu'à un moment donné aussi, vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, échanger les équipements avec les autres personnages. Durant l'aventure, notre personnage va probablement évoluer, et ce qui veut dire aussi gagner des niveaux. On pourra soit choisir une nouvelle capacité de niveau 1, soit améliorer celle qu'on avait déjà, c'est-à-dire passer d'une capacité de niveau 1 à une capacité de niveau 2. Comme on l'a vu, les capacités vont définir les traits de caractéristiques selon lesquels on va pouvoir mettre plus de dégâts, être plus efficient, etc. Donc à vous de bien choisir peut-être comment vous voudrez développer votre personnage, sachant qu'il y a 4 capacités différentes, le guerrier, le sorcier,
le voleur et le rôdeur. C'était la capacité de départ de notre personnage que nous avons vu. Donc à vous de voir si vous voulez perfectionner dans un domaine particulier, dans une capacité particulière, ou bien si vous voulez plutôt lui donner de la diversité pour qu'il soit un peu plus polyvalent et qu'il puisse se débrouiller dans n'importe quelle situation. C'est ça aussi le jeu de rôle. Après avoir terminé notre session de jeu, on pourra ranger, et ça c'est plutôt malin, on pourra ranger notre fiche de personnage ainsi que toutes les cartes qu'on aura gagnées dans sa pochette dédiée à sa carrière. Notre personnage sera ainsi sauvegardé pour la prochaine partie. Ça c'était le petit bonus et ça fait bien plaisir. Tout ce qu'on vient de voir, ça concernait les PJ. Maintenant, intéressons-nous aux MJ. Comment il joue, comment il va définir les actions, comment il va guider l'aventure. Comme je vous le disais en préambule, ce que je vous conseille, et c'est conseillé aussi dans le jeu, on nous invite à lire le livret de présentation de la saison 1 de Critical Sanctuaire. On va y trouver une présentation complète de l'univers et de la guilde des explorateurs qui sera à lire aux autres personnages jouables lors des épisodes 0 et 1 notamment. Et enfin, on trouvera un synopsis complet de la saison 1 pour avoir une vision d'ensemble de l'histoire. Il n'y a aucun spoil là-dedans, ça va juste nous guider pas à pas, savoir quels vont être les éléments et l'intrigue principale de chacun des épisodes, ce qui va pouvoir peut-être aider le maître du jeu aussi à définir différentes actions, peut-être laisser libre cours à son imagination pour toujours plus d'immersion dans cette aventure. Maintenant que c'est fait, on est prêt à jouer un épisode. En commençant évidemment par l'épisode dit 0, il y en a 9 je vous le rappelle, chaque épisode contient toutes les informations que le maître du jeu devra connaître pour les faire jouer au PJ. Et là, inutile d'être maître du jeu ultra expérimenté, on va être guidé pas à pas pour nous donner les clés pour être le meilleur des maîtres du jeu. Et après, avec l'expérience et la timidité que vous mettrez de côté, peut-être même que vous serez un expert dans le domaine. On retrouve tout en haut la préparation et le synopsis de l'épisode. C'est ici qu'on trouvera tous les éléments de jeu nécessaires pour jouer l'épisode, ainsi qu'un résumé complet nous permettant de comprendre les enjeux de l'épisode en un clin d'œil. Ensuite, on peut le voir dans la marge juste en dessous, on va retrouver les différents icônes qui nous permettront de connaître les temps forts, mais aussi les tests qui seront à réaliser pendant l'épisode. Pendant l'épisode, on va retrouver certains encarts qui sont vraiment, je trouve, vraiment bien faits et qui vont nous indiquer à quel moment on va devoir utiliser tel ou tel élément de jeu pour l'épisode. Ces éléments de jeu nous permettraient de soigner des personnages, de recharger des équipements, de donner certains éléments aux personnages jouables, mais aussi de montrer ou de placer certains éléments pour faire avancer l'intrigue. Et bien sûr, ce qu'on retrouve dans les encarts verts mais aussi rouges, ce seront les résultats des tests qu'on va devoir lire aux personnages en fonction s'ils réussissent ou s'ils échouent au test demandé. Avant d'aller plus loin dans ce qui définit le rôle du maître du jeu, je vous conseille vraiment, il est conseillé là aussi dans les règles du jeu, je vous conseille de lire peut-être en préambule l'épisode que vous allez jouer avec vos amis, peut-être la veille, afin de connaître vraiment l'intrigue principale. Oui, vous connaîtrez l'histoire, vous ne connaîtrez pas les résultats de ce que vos amis feront, mais vous pourrez, je pense, mieux incarner le maître du jeu. L'expérience sera ainsi plus fluide, la narration sera plus concrète et vous pourrez même vous permettre des moments d'improvisation. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais les épisodes sont découpés en certains temps forts. Ces 4 temps forts sont la narration, représentée par le livre, ce sont les passages qui seront à lire à haute voix. Ils vont mettre en place une ambiance, poseront le décor pour la scène à venir. On pourra s'en inspirer en tant que maître du jeu pour compléter la description, et on pourra, au gré de son imagination, y ajouter des détails et affiner son ambiance. On retrouve ensuite le roleplay représenté avec les bulles. C'est le moment où le maître du jeu va incarner le rôle de un ou voire même parfois de plusieurs PNJ. Ces scènes vont avoir pour but de créer un échange verbal entre les PNJ et les PJ. Généralement, on aura des informations à donner aux personnages jouables lors de cette discussion. À eux ensuite de poser les bonnes questions, d'amener la conversation dans leur sens, etc. En troisième lieu, on retrouve les enquêtes, et lors de ces scènes d'enquête avec la petite loupe, les personnages jouables, les PJ, devront trouver eux-mêmes des informations. Ce sera à eux de faire des propositions, et afin de les aider dans leurs tâches, le maître du jeu pourra bien sûr leur décrire la situation, les guider un peu, et c'est là aussi que vont intervenir les cartes avec les décors qu'on pourra mettre en jeu pour que les personnages jouables autour de la table puissent mieux peut-être être guidé ou en tant que maître du jeu leur dire hey, tu as remarqué le petit truc juste ici? Voilà, à vous de les guider pour que l'expérience soit la plus fluide possible. Le but c'est pas de piéger à tout prix, c'est toujours de passer un bon moment. Et enfin la quatrième action, ce sont les actions qui sont peut-être les plus difficiles à jouer. Elles représentent les situations où on aura besoin de morceler le temps pour laisser
à chaque PJ la possibilité de s'exprimer, mais aussi de réaliser une action. Les scènes d'action les plus courantes, ça sera de nous demander peut-être de courir, d'effectuer un combat, de s'enfuir, etc. Ça sera donc différentes situations dans lesquelles le joueur va peut-être incarner véritablement son personnage. On a vu que les personnages joueurs avaient quand même pas mal de matériel à leur disposition pour avancer dans l'aventure. Qu'en est-il du maître du jeu? En tant que maître du jeu, on va bien sûr disposer de plusieurs éléments pour nous aider dans notre narration. On a les cartes épisodes, ce sont les cartes illustrées qui vont être utilisées pour permettre aux PJ de mieux imaginer la scène comme on vient de le dire, qu'ils seront en train de jouer. Chaque épisode nous indique quelles cartes on va devoir montrer aux PJ, à quel moment et quand les utiliser. On a aussi à notre disposition des jetons narration qui seront utilisés pour matérialiser toutes sortes de choses, que ce soit le temps qui passe, l'avancée d'un fuyard ou même les points de vie de nos PNJ. Les PJ avaient leurs propres dés, nous aussi, en tant que MJ, on a nos propres dés. Dans la plupart des cas, on utilisera les 2 D6 durant les combats pour savoir comment nos PNJ réagissent face aux PJ. On a aussi des jetons maudits qui sont totalement à l'opposé des jetons héros. C'est-à-dire que lorsqu'un PJ est maudit, il ne pourra plus utiliser ses jetons héros pour augmenter son taux de réussite. Pour se débarrasser de ce type de jetons, un PJ doit subir un échec critique et il ne gagnera pas de jetons héros pour le groupe. Ensuite, il pourra se défausser de son jeton maudit. Et enfin, on retrouve des jetons indices qui pourront être manipulés par les PJ. Ils vont leur permettre de débloquer des situations, d'obtenir de nouvelles informations, en tout cas si les PJ les utilisent au bon moment. Et on trouvera leur utilité directement dans les épisodes concernés. Les PNJ sont des cartes qui représentent les différents protagonistes que les PJ vont rencontrer au cours de leur aventure. Attention, s'ils peuvent être des ennemis, ils pourront tout aussi peut-être devenir des alliés. On retrouve bien sûr sur son recto une illustration, mais à son verso, c'est cette partie-là que le maître du jeu va pouvoir observer. On retrouve tout en haut un petit texte d'introduction, et ensuite on retrouve le point faible qui permettra au PJ de vaincre notre PNJ peut-être plus facilement. Et pour connaître le point faible d'un PNJ, les PJ devront utiliser l'action trouver un point faible, on va voir ça tout à l'heure. Et on retrouve ensuite une capacité spéciale. En effet, certains PNJ possèdent une capacité spéciale qui va s'activer lorsqu'ils attaquent. Le tableau de combat va nous indiquer quel résultat de notre dé noir va activer la capacité spéciale de notre PNJ. Et le tableau de combat, on le voit tout en bas de la carte, ici par exemple, il va reprendre les icônes de notre dé à 6 faces pour nous permettre de connaître le résultat associé à notre lancer. Et dans l'encart tout en haut à droite de notre carte PNJ, on va retrouver 3 valeurs. Ces 3 valeurs représentent respectivement 1. La difficulté des tests, 2. Le nombre d'attaques lorsqu'il attaquera un PJ, et 3. La quantité de dégâts qu'il peut subir avant d'être mis hors jeu. Et là où le matériel est vraiment très bien fait, c'est l'écran de maître du jeu dont on parlait au début de cette vidéo, qui va nous permettre donc de présenter les différentes actions, les personnages aux personnages joués par nos amis. Mais nous, on va voir donc l'envers du décor, voir tout ce qu'on vient de dire, toutes les actions qui pourraient être définies, tout ce qu'on pourra faire, mais aussi les différentes caractéristiques au dos de ces mêmes cartes. Allez les amis, encore un tout petit peu d'attention, on en arrive au cœur du jeu, les combats. Et avant de jouer n'importe quel combat, il va falloir définir qui peut-être attaque en premier, les PNJ ou les PJ. Et donc on va demander de réaliser, au PJ en tout cas, un test d'initiative. Et ce test d'initiative sera représenté par un test de perception. Comment ça va se passer? Eh bien, le maître du jeu demande tout simplement aux joueurs de faire un test de perception, c'est-à-dire que si les PJ veulent jouer en premier, ils devront réaliser et avoir une réussite pour leur jet de dés supérieure ou égale à la difficulté des PNJ. En cas d'échec, c'est eux qui vont commencer. Chacun leur tour, un camp puis l'autre, eh bien chacun des joueurs va pouvoir sélectionner une des 4 actions à leur disposition. La première chose qu'on pourra réaliser, ça sera tout simplement d'attaquer. Et pour cela, on va réaliser une action donc dite de combat en utilisant la caractéristique physique, celle avec le coup de poing. On va tout simplement lancer le dé à 12 faces et voir si on arrive à surpasser, à être égal ou surpasser la difficulté du PNJ qu'on souhaiterait attaquer. Et en fonction de l'équipement qu'on aurait mis en avant, eh bien on va ajouter peut-être différents bonus pour toujours plus de succès. Et rappelez-vous que si on arrive à dépasser le double du succès que ça nous demandait de réaliser, eh bien là c'est une réussite critique avec le double de dégâts peut-être
ou le double de gains qu'on pourrait remporter. La deuxième action qu'on pourrait réaliser, c'est avoir un peu d'empathie et d'aller aider son prochain. Et pour ça, on va réaliser un test social. Et si le test est une réussite, on va désigner un autre PJ qui, à son prochain test, va pouvoir ajouter une réussite à son prochain lancer. Et si c'est une réussite critique, eh bien celui-ci va pouvoir doubler cette action-là et donc ajouter 2 réussites à sa prochaine action. La troisième, c'est se défendre et donc on se mettra à couvert. Et pour cela, on va réaliser un test de survie en utilisant la caractéristique d'adresse. Si c'est une réussite, on va pouvoir donc se mettre à couvert et se prévenir d'un dégât à la prochaine attaque. Si c'est une réussite critique, je pense que vous aurez compris, eh bien on pourra se prémunir de 2 dégâts. On double tout ça. Et enfin, la dernière action, et pas des moindres, c'est comme on l'a vu sur les caractéristiques des PNJ, c'est lui trouver un point faible. Alors on va devoir faire un test dit de perception en utilisant la caractéristique mentale pour déterminer, trouver ce fameux point faible. Et en cas de réussite critique, cette fois-ci, on va diminuer la difficulté du PNJ ciblé de 1. Quant au maître du jeu, quand il va utiliser ses PNJ, lorsqu'il voudra attaquer, il va lancer autant de ses D6 que son nombre d'attaques. Puis, comme on l'a vu, il utilisera son tableau de combat situé en bas de sa carte pour connaître le résultat, les dégâts infligés, les altérations d'état qu'il pourra donner, mais aussi peut-être les échecs qu'il subirait. Et on continue ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de l'intrigue de cet épisode et ensuite à vous de voir si vous voulez savourer et partager un nouvel épisode ou bien si vous voulez sauvegarder l'ensemble des éléments de chacun des personnages dans les enveloppes adéquates comme on l'avait vu tout à l'heure. Vous avez pu vous en apercevoir, Critical Sanctuaire, ça reprend quand même pas mal de choses de ce qui avait fait le succès de Critical Foundation, mais en mettant un peu plus d'engouement sur la création de ces personnages. C'est ça, hein, en fait, qui fait toute la force du jeu, c'est d'incarner vraiment son propre personnage, lui donner des traits de caractéristiques selon ce qu'on pense que notre personnage est. Est-ce qu'il est vigoureux? Est-ce qu'il est plutôt facilement effrayé? Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'elle est tête en l'air, etc. Pour lui donner des caractéristiques qui vous ressembleraient peut-être, mais aussi selon l'historique que vous aurez défini en début de partie pour votre propre personnage. Les illustrations, vous l'avez vu, j'y reviens pas dessus, c'est vraiment magnifique. Et encore, vous en avez vu qu'une toute petite partie, hein, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, eh bien l'aventure prendra encore plus de proportions. Il y a des choses énormes qui arrivent dans le jeu, et les illustrations nous permettent donc vraiment de voir l'envergure que ça prend. Et avec cette carte magnifique, là aussi, qu'on mettra très rapidement au centre de la table pendant le jeu, eh bien ça nous permet vraiment de s'impliquer, d'être vraiment immergé, je trouve, dans ce monde imaginaire. C'est sûr que les purs rôlistes seront en terrain connu, peut-être en terrain un peu trop facile, mais pour moi qui ne suis pas dit un rôliste, j'apprécie les jeux de rôle, hein, mais je ne suis pas un expert dans le domaine et je suis plutôt timide, notamment en plus dans les explications quand on doit laisser son imagination prendre le dessus pour dire telle ou telle action. Et bien ici, le livret d'explications en tant que MJ, franchement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement facile que ça coule de source, hein, en fait. Il y aura juste à lire si vous souhaitez, ce sera déjà très très bien, hein, mais vraiment rapidement, je vous le garantis, vous allez peut-être amener un petit truc en plus, un petit décor que vous allez installer, une phrase en plus, une petite pique que vous allez envoyer aux personnages aussi, qui seront autour de la table, peut-être en revenant sur un échec ou une réussite que vous avez eu à l'épisode d'avant. Bref, c'est ça le jeu de rôle, c'est que vous partez d'une base somme toute classique, hein, très guidée, et après, à vous d'en faire ce que vous voulez. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai été plus que ravi de vous proposer ce coup de cœur qui est Critical Sanctuaire, peut-être pour vous donner envie à vous aussi de vous tester et de vous jauger un petit peu dans le jeu de rôle, dans le jeu hybride, jeu de rôle et jeu de société. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, on lâche des pouces bleus, vous me commentez tout ça, on partage aussi cette vidéo si, pour faire découvrir peut-être cet univers-là à vos proches et à vos amis avant de faire une belle partie. Et n'hésitez pas à aller vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des toutes prochaines vidéos que je vous proposerai sur la chaîne. Et comme toujours, je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui va s'afficher juste à mes côtés pour aller voir ce que je vous ai proposé sur la chaîne ces dernières semaines. Et moi je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!